Dans l'actualité ce soir, 2 nouveaux cas confirmés de grippe A en France. 4 personnes au total sont touchées. Dans ce journal, nous entendrons le témoignage de l'une d'entre elles, une jeune femme de 23 ans. On se demandera aussi si une deuxième vague de grippe est à attendre à l'automne et s'il faudra se faire vacciner. Blocage dans les prisons. Les 3 syndicats de surveillants empêchent les transferts de détenus pour dénoncer la surpopulation. Des incidents les ont opposés à la police à Fleury-Mérogis. La revanche de Fiat, la crise profite au groupe italien après l'américain Chrysler. Il veut maintenant absorber l'allemand Opel. Berlin se dit intéressé. Faut-il interdire les listes dieudonnées aux européennes? Le gouvernement le souhaite au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce fondé? Est-ce efficace? Les politiques sont divisées. Enfin, Alzheimer à 38 ans, la maladie touche aussi les jeunes. Une mère de famille publie le récit de sa vie quotidienne. Reportage à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. On s'y attendait, ça n'est pas une surprise. Le nombre de personnes touchées par la grippe A en France est donc en train d'augmenter. Il y a 4 cas avérés désormais. Précision importante, aucun n'inspire d'inquiétude. Mais dès demain matin, une campagne d'information sera lancée dans tout le pays. Florence Bouquilla, Frédéric Delarue. Des microbes, un mouchoir qui rate sa cible, premières images d'un spot destiné à éviter la propagation du virus A, H1N1. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Dans les médias, dès demain, cette campagne d'information, des conseils maintes fois répétés, la meilleure des préventions possibles d'une épidémie. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, utilisez un mouchoir en papier et jetez-le dans une poubelle. Cet après-midi, 4 cas de malades sont confirmés, dont 3 à l'hôpital Bichat. Une famille, elle rentre de voyage organisé au Mexique. D'abord le père, 49 ans, puis sa femme, 52 ans, et leur fils de 23 ans. Le 4e malade est une jeune femme, également hospitalisée à Paris. Ces personnes sont dans un état de santé, ils sont malades, ils ont une grippe qui effectivement n'est pas un état normal, mais elles n'ont pas de problème de santé grave. Autre volet de la campagne de prévention nationale, des affichettes distribuées à partir de demain dans les écoles, mairies et pharmacies. Parallèlement, l'usine de fabrication de masques, Arwan, accélère ses cadences. 420 000 masques par jour, près de 2 fois sa production habituelle. Et je vous propose d'entendre maintenant pour la première fois le récit d'une de ces personnes touchées par le virus. Il s'agit d'une étudiante de 23 ans. Elle était en vacances au Mexique. Elle est aujourd'hui guérie. Elle a quitté l'hôpital hier. Témoignage recueilli par Jean-Daniel Flézaquier et Virginie Travers. Alors j'ai eu quelques symptômes très légers, douleurs musculaires, le nez qui coule, une légère toux. En stage au Mexique, Isabelle ne s'inquiète pas du tout. En revanche, sa famille, en France, à l'écoute des nouvelles, est beaucoup plus inquiète et lui demande de rentrer. Elle revient le 29 avril, elle décide pour rassurer tout le monde d'aller à l'hôpital, elle pense en avoir pour 2 heures. Je suis sortie au bout de 5 jours. 5 jours. Ouais. Et donc on m'a mis dans une salle et 1 heure plus tard on est venu me chercher et on m'a transféré directement au centre d'isolement de la Pitié-Salpêtrière. Enfin, en fin de compte c'était le plus dur dans tout ça, c'était de rester enfermé pendant 5 jours sans contact avec l'extérieur. Avec des gens masqués, avec des gens masqués, en casaque. Voilà, exactement. Et vous étiez sous traitement, on vous a donné le Tamiflu? Oui, alors on m'a donné le Tamiflu tout de suite par précaution. Mais apparemment, dès le début, on m'a dit que j'étais guérie. C'est-à-dire à l'annonce du fait que j'avais la grippe, on m'a également dit que j'étais guérie, que j'avais guéri toute seule. Finalement, on m'a mis dans une position de la personne qui allait contaminer la France en quelque sorte pendant 5 jours. Donc je vous avoue que j'ai encore du mal. Pour l'instant, je ne sors pas. Je prends du recul moi aussi en fait vis-à-vis des gens. Est-ce qu'il y a des gens que vous n'osez pas approcher, par exemple les enfants ou... Ah oui, non, les enfants, je me tiens très très loin d'eux. Alors qu'il n'y a aucun risque? Non, il n'y a plus aucun risque, mais c'est psychologique. Effectivement, Isabelle n'est plus du tout contagieuse, et en voici la preuve. Voilà, plus globalement, aujourd'hui on a franchi le cap des 1000 personnes touchées dans le monde par ce virus. Dernier pays concerné, le Portugal, où un premier cas est signalé. Il s'agit d'une femme, aujourd'hui en bonne santé. Elle ne présente plus aucun symptôme. Et d'une manière générale, l'heure est plutôt à l'optimisme. La contagion semble marquer le pas. En tout cas, en Mexique, où le nombre de personnes hospitalisées diminue, nous sommes en train de surmonter cette situation d'urgence, a déclaré le président Felipe Calderón en visite dans un hôpital. Les églises
églises retrouvent leurs fidèles. Il y a du monde sur les plages et les restaurants rouvriront leurs portes après-demain, indiquent les autorités. Alors est-ce à dire qu'on a évité le pire? Pas si sûr. L'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement français mettent en garde contre une possible deuxième vague. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier. Bonsoir. Vous nous avez rejoint en direct sur ce plateau pour répondre à une question précise. En prévision de l'automne et de l'hiver, faudra-t-il par précaution nous vacciner tous contre la grippe A? Si on a le vaccin, bien sûr. Si on a le vaccin, effectivement. Alors l'OMS a décidé de mettre en route la production. On espère avoir les 500 millions de premières doses à peu près vers novembre-décembre. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra déjà se vacciner contre la grippe saisonnière pour éviter d'être affaibli si ce deuxième virus arrive, pour éviter un deuxième effet qui ne serait pas du tout agréable. Et si ce vaccin est disponible, je pense qu'il faudra vacciner d'abord les plus faibles et peut-être paradoxalement les plus jeunes, parce qu'on s'est aperçu aujourd'hui que la mortalité frappait les gens entre 3 et 50 ans. Et c'est peut-être paradoxalement par rapport à la grippe saisonnière où on vaccine les personnes les plus âgées, il faudra peut-être faire là l'inverse, vacciner d'abord les plus fragiles, ceux qui ont des maladies chroniques, et puis vacciner aussi peut-être les gens jeunes, ce qu'on ne faisait pas obligatoirement avec l'autre vaccin. Mais est-ce à dire qu'on pourrait vacciner donc 20, 30, 40 millions de personnes en France? Si on est en situation de pandémie, si on est vraiment en situation de pandémie, il ne faudra pas hésiter, à la condition d'avoir assez de doses. Malheureusement, il n'y aura pas assez de doses. Il y aura 500 millions de doses au mieux en décembre. Ça ne suffira pas à vacciner la Terre entière, même pas l'Occident. Mais si, à partir du moment où le vaccin sera disponible, je pense qu'il faudra y aller franchement. Un dernier mot, Jean-Daniel. Pourquoi est-ce qu'on parle de deuxième vague? Qu'est-ce que cela signifie exactement et que nous enseigne le passé là-dessus? Là-dessus, vous savez, on a vu ça par exemple entre 67-68, enfin l'hiver 67-68 et l'hiver 68-69. Il y a eu une première vague épidémique qui a touché en particulier l'Amérique du Nord en 67-68, une deuxième vague épidémique qui a touché... Du même virus qui a retouché l'Europe. Je vous rappelle qu'il y a eu 30 000 morts en France à cette époque, on l'a un peu oublié. Et il n'est pas impossible que ce virus, si le malheur veut que ce virus actuel parte vers les terres australes, parte vers le sud, l'hémisphère sud, trouve une raison de proliférer malgré les saisons un peu chaudes et puisse revenir vers nous, on se trouvera confronté à une deuxième vague. Si, pour une raison X ou Y, la chance veut qu'il ne migre pas vers l'hémisphère sud, il mourra de sa belle mort. Mais si, pour une raison quelconque, il y arrive, dans des pays pauvres, dans lesquels l'accès aux soins n'est pas garanti et que la transmission interhumaine continue sur ce rythme, eh bien l'automne risque d'être chaud. Merci Jean-Daniel, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sujet ce soir. Deuxième titre de l'actualité, le blocage des prisons. Cela n'est pas fréquent. Les 3 syndicats de surveillants ont décidé de faire front commun pour dénoncer leurs conditions de travail, liées notamment à la surpopulation. Vous le savez, ils n'ont pas le droit de faire grève, mais ils ont bloqué les transferts de détenus et il y a eu des incidents. Vincent Fischmann, Johan Nertombe. Face aux gendarmes, le blocage ne va guère durer. Quelques minutes à peine. 7 heures du matin devant la prison de Fleury-Mérogis. Une centaine de surveillants bien décidés à bloquer tous les accès de la prison. Le face-à-face va durer des heures. Voilà comment sont traités les personnels pénitentiaires. Bravo, bravo. Arrêtez. Vous allez voir, on est parti pour longtemps. C'est le marathon. Toute la journée, le scénario se répète, car pour les surveillants, les motifs d'exaspération sont nombreux. Une surpopulation carcérale explosive dans les prisons, des personnels fatigués, harassés, et surtout fatigués de voir leurs collègues se suicider, tomber en dépression. Blocage identique à Fresnes, et d'après les syndicats, devant 120 autres prisons. Et le mouvement est prévu pour durer. Demain, les syndicats seront reçus à 10 h au ministère de la Justice. Sur le terrain, pas de changement. Toujours des blocages. Le débat maintenant sur la filiation. Il y a quelques semaines, une loi remettait en cause la notion d'accouchement sous X. Elle rendait plus facile les recherches de maternité. Un sujet sensible, la pression est de plus en plus forte. Regardez ces chiffres, les derniers disponibles. En 2007, on a dénombré 581 naissances sous X et dans le même temps, 542 demandes d'accès aux origines d'enfants devenus adultes. Voici le parcours d'une femme qui n'a retrouvé sa mère qu'à l'âge de 41 ans. Elle-même n'est pas née sous X, mais elle a été volée en quelque sorte à la naissance. Laetitia Legendre, Christophe Kenck. Quelques photos et des souvenirs encore tout neufs. Voilà tout ce que Rosanne Monroe possède de sa mère. C'est à 41 ans qu'elle la retrouve enfin. À sa naissance, sa mère avait dû se reposer en sanatorium et avait confié pour quelques mois sa petite fille à des religieuses. Celles-ci la donnent alors à une femme qui va la déclarer à l'état civil
comme sa propre fille. J'ai été physiquement donnée à celle qui était ma marraine, mais qui est devenue ma fausse mère par la suite. Et maman, en revenant du sanatorium un an après, est allée chez cette marraine pour me reprendre, qui lui a dit « Moi, j'ai reconnu cet enfant, maintenant c'est ma fille, et je ne vous la rends pas. » Donc pendant des années, vous avez cru que vous étiez la fille de cette fausse famille? J'ai dû le croire. Quand je questionnais ma fausse mère, parce que comme tous les enfants, j'étais très friande, donc comment c'était quand j'étais dans ton ventre, quand je suis née, mais elle me racontait. J'ai toujours su comment elle m'avait portée, comment elle m'avait mise au monde et même à quoi je ressemblais quand je suis née. Elle avait tout inventé. Oui. Aujourd'hui, vous ressentez quoi par rapport à eux? Le désir d'oublier. En tout cas, je ne suis pas leur fille. Ça aussi, ça n'a pas de prix. Une vie brisée, volée, faite de mensonges, de désamour et de violence. Une fois la fraude découverte à 40 ans, auprès de sa nounou qui lui révèle une partie du secret, Rosanne Monro va enquêter. On lui dit tout d'abord à l'hôpital qu'elle est née sous X et qu'on ne peut rien lui dire. Et puis un jour, elle découvre que sa mère est bien vivante et qu'elle l'a toujours cherchée. Quand j'ai été face à elle, d'abord j'ai compris le sens de l'expression « les liens du sang ». Parce que nous nous ressemblons physiquement. Et pour moi qui n'avais jamais ressemblé à personne, ça c'est un cadeau de la vie aussi qui n'avait pas de prix. Quand vous l'avez vue, vous avez su que c'était elle? Nous nous sommes reconnus tout de suite. Et ce que j'ai ressenti avant même les mots, avant même les embrassades, c'est le désir, si j'avais pu, de prendre ma mère comme ça, de la mettre dans moi, ou alors de la serrer, puis de sniffer comme ça, la sniffer. Je crois que si j'avais pu, je l'aurais fait. Quand on retrouve une mère, on vit en quelques secondes ce que d'autres mettent des années à construire avec leur mère. C'est du condensé d'existence. Un bonheur fugace, puisque sa mère décède 6 mois après cette première rencontre. Depuis, Rosanne Monro se bat pour retrouver sa véritable identité. Après des années de procédure, sa fausse mère est reconnue coupable d'enlèvement. Pas de colère, mais un témoignage dans un livre et une révolte face au principe de la naissance sous X qu'elle dénonce sans relâche. C'est un gâchis. Voilà. Donc moi, je ne peux pas remercier la naissance sous X parce qu'elle est à l'origine de ce gâchis dans ma vie. Pour l'avoir entendue, je sais qu'elle a été un gâchis dans d'autres vies aussi. Je pense que j'arriverai maintenant à vivre avec ce sentiment de grand trou dans ma vie. Mais je pense que maintenant, il ne m'empêchera plus d'essayer en tout cas d'être heureuse. Depuis, Rosanne Monro a rompu tout contact avec sa fausse famille. Elle savoure désormais le plaisir de porter enfin le prénom que sa mère, à sa naissance, avait choisi pour elle. L'actualité sociale, quelle suite donner aux manifestations unitaires du 1er mai? Les 8 syndicats qui ont participé au défilé sont réunis en ce moment même pour tenter de donner un prolongement au mouvement. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct sur place au siège de la CFTC. Apparemment, les centrales ont du mal à se mettre d'accord. Cela fait 3 heures qu'on discute là-bas. Absolument David, et certains journalistes ont reçu un texto d'un des participants à cette réunion, un des syndicalistes, qui leur a signifié que la décision n'allait pas être pour tout de suite. Alors en gros, il y a 2 camps, ceux comme la FSU, Sud et Force ouvrière qui pensent qu'il faut arrêter les manifestations, qu'elles ne servent plus à rien puisque le gouvernement ne répond pas, ne leur propose pas plus de social. Et en face, il y a la CGT notamment et la CFDT qui, elles, pensent qu'une journée de grève pour les salariés, notamment dans le privé, surtout pour ceux qui sont déjà touchés par le chômage technique, ce n'est pas une solution. Vous voyez, il y a donc 2 camps, mais ce qu'ils savent, c'est qu'il faut qu'ils restent unis. L'opinion publique a l'air de leur demander cette unité. C'est pour ça qu'il est difficile ce soir pour eux de se mettre d'accord. Agnès Molinier à Paris, merci Agnès. Et puis à ce sujet, nous vous proposons comme chaque lundi la question de la semaine. Question, croyez-vous à l'éventualité d'une révolte sociale? Oui ou non? À vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr ou via le site mobile de France Télévisions à l'adresse m.francetv.fr.
FR. Résultat jeudi. Le chiffre économique du jour, il montre que la crise est loin d'être terminée pour l'industrie automobile. Le marché a rechuté en France en avril avec une baisse de 7% des ventes par rapport à la même période de l'année dernière. Un groupe ne connaît pas la sinistrose. Il s'agit de l'italien Fiat. Qui l'eût cru il y a seulement quelques années encore? Après l'américain Chrysler, Fiat, autrefois moribond, veut maintenant absorber l'allemand Opel. L'histoire d'une résurrection. Julien Beaumont. La limousine est italienne, le style décontracté. Sergio Marchionne, le directeur général de Fiat, aujourd'hui à Berlin. Il est venu présenter son offre de reprise d'Opel, et ce sans avoir recours à la dette et surtout, élément rassurant, sans démanteler le constructeur allemand. De quoi rassurer les autorités. Profiter de la crise pour grandir, l'idée de Fiat qui possède déjà Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati et Iveco, en tout 200 000 salariés. En rachetant une partie de Chrysler et Opel, Fiat, avec plus de 6 millions de véhicules, deviendrait le 3e constructeur mondial. En 5 ans, l'Italien s'est transformé en un géant de l'automobile. Derrière ce succès, l'Italo-Canadien Sergio Marchionne, ancien avocat, champion de la réduction des coûts. Nous avons le plus haut niveau de stabilité financière que le groupe ait connu ces 10 dernières années. Son idée, fini les voitures d'ingénieurs, place à la simplicité et au style. Exemple à Punto. Dès son lancement, elle va devenir la voiture la plus vendue en Europe. Autre succès, la Fiat 500, ancienne icône des années 50, nouvelle coqueluche des villes. 2 véhicules qui cassent l'image des produits italiens peu fiables. Toutes deux affichent un faible taux de panne. Un redressement sans fermeture d'usine, ni plan de restructuration. En revanche, à la porte les cadres supérieurs incompétents, des changements et déjà les premières faiblesses. Le groupe, à cause de la crise, est retombé dans le rouge au premier trimestre. Son chiffre d'affaires est en recul de 25%. En bref, faut-il croire à la possibilité d'un repreneur pour l'usine continentale de Clairoy? Les dirigeants du groupe MAG, venus de Dubaï, ont été reçus par le gouvernement tout à l'heure. L'État se dit prêt à jouer un rôle de facilitateur. Les salariés, eux, sont sceptiques. Image signée Eric Mézy. À l'étranger, l'incroyable méprise des pirates somaliens. Un groupe d'hommes armés voulait capturer ce qu'ils pensaient être un cargo de marchandises. En fait, il s'agissait d'un navire de guerre français. Du coup, les hommes ont été arraisonnés. Fait rare, tout a été filmé. Gérard Grisbeck. Le Zodiac fonce sur les pirates. Un hélicoptère de l'armée française est déjà sur les lieux. Les commandos de marine n'ont que quelques minutes pour opérer. Les pirates ont déjà jeté leurs armes à la mer. Les Français les tiennent en joue. Cela s'est passé hier à plus de 600 km des côtes. C'est un nouveau succès pour la frégate Nivos qui, il y a 15 jours, avait déjà arrêté des pirates. Mais cette fois, ce sont les pirates eux-mêmes qui se sont jetés dans la gueule du loup. Ils ont pris en chasse le bâtiment de guerre, le confondant avec un navire marchand. Le capitaine a eu tout le temps de mobiliser ses troupes. Cette poursuite a duré 1 heure. Et puis, ça a été pour nous le moment de nous préparer, de mettre à l'eau les embarcations, de ralentir un tout petit peu, le temps pour moi de mettre en œuvre l'hélicoptère. Et là, les pirates se sont aperçus de leur méprise et ont immédiatement stoppé, ont essayé de faire demi-tour, mais c'était trop tard pour eux. Ces armes ont été saisies dans l'une des 3 embarcations. En tout, 11 pirates ont été arrêtés. La plupart de ces Somaliens sont de jeunes pêcheurs reconvertis dans la piraterie. En bref, encore dans l'actualité internationale, une première en France, la visite du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. Entretien notamment avec Nicolas Sarkozy qui a promis d'effectuer une nouvelle visite à Bagdad. Entretien aussi avec Christophe de Margerie, le patron de Total. Total bien placé, semble-t-il, pour remporter des contrats sur le pétrole. La scène de ménage continue en Italie entre les époux Berlusconi. Le chef du gouvernement a répondu par voie de presse aux accusations de son épouse. Elle devra me présenter des excuses publiques et je ne sais pas si cela suffira, c'est trop. Il semble donc exclure une réconciliation. Tout le pays assiste à ce déballage qui fait la une des journaux. Il est 20h17, restez avec nous. À suivre, est-ce légitime, est-ce efficace? Le gouvernement veut interdire les listes dieudonnées aux européennes. La question divise les politiques. Alzheimer touche aussi les jeunes. Malade à 38 ans, une mère de famille publie le récit de sa vie quotidienne. Reportage dans un instant. Enfin, un four sans bouton qui fait les recettes tout seul.
seule une machine à laver qui calcule la dose de lessive. Nous irons à la foire de Paris où s'exposent les cuisines dernier cri. D'abord donc la politique et cette question posée par le gouvernement lui-même. Faut-il proscrire les listes Dieudonné aux européennes? L'humoriste se veut antisioniste, il est soupçonné d'antisémitisme, mais pour beaucoup, même si le droit le permettait, interdire ces listes, ce serait surtout lui faire de la publicité. Alix Bouillaguet, Dominique Bonnet. Tu as voulu en faire qu'à ta tête, tu as écouté personne. Bah oui, maintenant, résultat des courses, c'est devenu le symbole de l'antisémitisme. À l'époque, c'était un sketch joué sur scène. Mais depuis, Dieudonné a annoncé qu'il présentait 5 listes antisionistes aux européennes de juin prochain. L'antisionisme est au centre du débat, je pense, aujourd'hui dans le monde. Une initiative que l'État cherche à interdire. Le sujet mérite qu'on s'y intéresse, y compris sur le plan juridique. Enfin, les listes de Dieudonné fait fonds de commerce, fait profession de foi exclusive d'antisémitisme. Dieudonné, lui, se dit surpris par la polémique et se défend d'être antisémite. Je suis inscrit sur les listes électorales, je n'ai pas de casier judiciaire m'interdisant de me présenter. Sur la liste aussi, nous n'avons pas un programme qui prône la haine de l'autre, mais qui se bat contre un système politique, un système de pensée. Nous irons jusqu'au bout. L'Élysée pourrait utiliser une loi de 1936. Elle permet de dissoudre par décret présidentiel des organisations considérées comme incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence. Selon certains juristes, ce serait impossible. Je ne vois pas comment on pourrait interdire à M. Dieudonné ou à ses amis de constituer des listes pour les élections européennes. Il y a un principe de base extrêmement important et essentiel en droit français, c'est la liberté de candidature aux élections. Une éventuelle interdiction qui fait des sceptiques à droite comme à gauche. Je sais juste que quand on victimise, ça fait monter le score électoral de ceux qu'on victimise. La France est la France et je crois qu'il faut aussi se battre pour permettre même à son pire ennemi de pouvoir s'exprimer. Je ne suis pas sûr que le remède soit pas pire que le mal en la matière. Dieudonné devait être jugé demain pour injure raciale après avoir fait monter sur scène un historien révisionniste au cours d'un spectacle. L'audience pourrait être reportée. La justice avec l'ouverture du procès en appel du cascadeur le plus célèbre du cinéma, Rémi Julienne. De James Bond au grand film français des années 70, il a tout fait. Et aujourd'hui, âgé de 79 ans, il se retrouve face au tribunal. Il a été condamné il y a 2 ans suite au décès accidentel d'un caméraman sur le tournage de Taxi 2. C'est toute la question de la responsabilité du cascadeur qui est posée. Loïc Delamornay, Régis Maté. C'est un décor qui ne lui ressemble pas. Sous les lambris classiques de la cour d'appel de Paris, on a peine à reconnaître Rémi Julienne, le casse-cou le plus célèbre du cinéma. À 79 ans, ce ne sont pas ses cascades qui l'ont brisé, mais la justice. À partir du moment où moi je donne un signal de départ, ça veut dire que j'ai une part de responsabilité, mais non pas toute la responsabilité comme il a été dit. Et c'est ça qui me choque profondément. Le 16 août 1999, le taxi s'envole et retombe beaucoup trop loin, fauchant un caméraman du film qui mourra sur place sous les yeux de l'équipe horrifiée. En première instance, le producteur Luc Besson et le réalisateur avaient été mis hors de cause. De son côté, Rémi Julienne assure qu'on ne lui a pas laissé le temps de bien régler la cascade. C'est l'épilogue tragique d'une carrière flamboyante. Ancien champion de moto, Rémi Julienne découvre le cinéma et ses premiers bleus sur Fantomas. Enfilant au besoin l'uniforme de policier, il prend toujours lui-même le volant pour les scènes les plus audacieuses. Sur la route et sur l'eau, comme ici sur le tournage d'un film avec Jean-Paul Belmondo, il force l'admiration des plus grands réalisateurs comme Georges Lautner. Ça s'est très bien passé, Rémi. Mais très bien passé. Comment je me sens, là je vais vous dire que avant je ne me suis pas senti parce que j'étais véritablement pour y aller, pour la gagner. Mais après, je vais les jambes en flanelle. L'homme était toujours extrêmement méticuleux, mesurant et répétant chaque scène. Ce sont des évitements sur des choses, il faut que ça passe vraiment à quelques centimètres et là c'est vraiment compliqué. Le cascadeur qui a survécu à plus de 1400 films, 6 James Bond, 3 infarctus et 1 cancer, espère que la justice lui rendra son honneur.
La santé, nous vous parlons régulièrement de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, l'histoire qui suit montre qu'elle ne touche pas que les personnes âgées. Une mère de famille a été diagnostiquée à l'âge de 38 ans. Elle en a aujourd'hui 45. Elle raconte son quotidien dans un livre qui vient de sortir. Reportage Isabelle Stess, Benoît Jourdan. Viens, viens moustache. Allez. Pour Fabienne, les ânes sentent qu'elle est malade. Face à Alzheimer, ces animaux sont avec elle une compagnie plus indulgente que celle des hommes. Eux, ils s'en foutent si j'ai pas, si j'oublie certains trucs. Et ils n'ont pas le même regard. Ils n'ont pas le même regard. Agricultrice, Fabienne vivait de l'élevage de chiens. À 45 ans, elle ne peut plus travailler, mais s'occuper tout simplement de 2 ânes est un effort qui participe chaque jour à sa thérapie. Ça me donne une motivation, le fait de les sortir, parce que des fois j'ai pas envie, et puis en fin de compte, comme ils se manifestent, ça me donne l'idée déjà. La maison d'hôte dans le Vaucluse, c'est son mari Patrick qui s'en occupe seul désormais. Fabienne, elle, touche 300 € par mois de pension d'invalidité. La vie quotidienne s'organise par écrit, sur des post-it, elle note tout. Alors les post-it c'est pratique, mais maintenant ce qui arrive, c'est que des fois, arrivé au moment d'écrire, je sais plus ce que je voulais marquer. Je peux rentrer dans la salle de bain pour me laver. En fin de compte, Patrick arrive le midi. Je suis pas passée à la douche parce que j'ai complètement entre-temps oublié, ou alors je suis rentrée dans la baignoire. En fin de compte, je me suis lavé le corps mais pas la tête, la dernière fois je me suis pas rincée. Et souvent, lorsque lui vient une idée, les mots lui échappent. Fabienne avait à peine 38 ans lorsque le diagnostic est tombé. La maladie l'isole peu à peu. T'as pas vu mes lunettes? Je cherche mes lunettes, justement. Il y a des gens qui malheureusement, qui ont eu peur de cette maladie, donc on ne voit plus. Mais les gens, par contre, les amis qui ne changent rien. Fabienne sait ce qui l'attend. Elle en ignore l'échéance. Le jour où je serai carrément à côté de la plaque, j'espère que j'aurai la notion de pouvoir m'en apercevoir. À des moments. Comme ça, je pense pas que je le laisserais subir à mes proches. Si je pouvais. Leur espoir, c'est un médicament qui stopperait la maladie. Car leur vie, disent-ils, serait belle si elle restait ainsi. Question maintenant, à quoi ressembleront les cuisines de demain? Eh bien, la réponse est à la Foire de Paris où sont exposées les installations du futur. La tendance, vous allez le découvrir, est aux lignes épurées et à l'écologie. Nicolas Lemarinier, Guillaume Michel. Il est loin le temps de la lessive façon Mère Denis. Ça c'est vrai ça. Les lave-linges se sont mis au high-tech mais restent proches de la nature. On les dit écolonomiques. Cette machine calcule la dose exacte de lessive liquide qu'elle puise dans son réservoir. Vous rejetez moins de déchets polluants évidemment dans la nature puisque vous utilisez juste ce qu'il faut de lessive. Vous utilisez moins d'eau également puisque vous n'avez pas besoin de rinçage supplémentaire et puis moins de lessive forcément. Consommer moins d'eau et moins d'électricité, c'est ce que promet ce modèle qui peut se raccorder à une arrivée d'eau chaude. Le fait d'être raccordé directement à l'eau chaude fait que vous économisez cette phase de pré-chauffage de l'eau et donc vous allez jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Comptez 800 € pour cet appareil alors que les lave-linges premier prix sont à 200 €. La mode du low-cost n'a pas encore touché l'électroménager, bien au contraire. L'électroménager grand public devient, par sa sophistication, par sa technologie, extrêmement proche de l'électroménager professionnel. Ce four, par exemple, est équipé d'un véritable petit ordinateur avec 48 programmes de cuisson. Vous qui aimez les gâteaux, voilà, brioche. Il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est du gâteau. Vous ne pouvez plus vous tromper, vous n'avez plus le droit à l'erreur. L'écrin parfait pour cet électroménager, le voici, la cuisine de l'avenir. Petit bémol, ce sont des prototypes imaginés par des étudiants. Et ça, il faudra attendre pour se l'offrir. Une nouvelle controverse dans le monde de l'art. Et si Vincent Van Gogh ne s'était pas coupé l'oreille lui-même, mais avait subi une colère destructrice de son ami Paul Gauguin? C'est la thèse soutenue par 2 historiens allemands après des mois de recherche. Explication Christophe Hérault avec notre bureau à Berlin. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 23 au 24 décembre 1888, place Lamartine, à Arles?
Depuis plus d'un siècle, l'histoire a retenu que Van Gogh, cette nuit-là, se coupe à l'oreille. Dans le journal local, le lendemain, il est écrit « Van Gogh se rend à la maison de tolérance, demande Rachel et lui a remis son oreille en déclarant « Gardez cet objet précieusement ». Aujourd'hui, coup de tonnerre et nouvelle version. Hans Kaufmann, historien d'art, accuse Paul Gauguin, compagnon d'atelier de Van Gogh, d'être le coupeur d'oreilles. Nous sommes convaincus que Gauguin était le malfaiteur, disons, c'est lui qui a coupé l'oreille pendant une querelle hors de la Maison Jaune à Arles. On savait que les deux hommes à cette époque c'était amour et haine, alcool et controverse sur la peinture dans un Arles aux vapeurs d'absinthe. Mais pour la version officielle, cela restera une automutilation d'un artiste désespéré. L'alcool, le café, une tension nerveuse telle que ce geste-là, tirer le lobe de l'oreille pour le couper avec un rasoir, est, si j'ose dire, malheureusement conséquent étant donné la situation dans laquelle il est. En fait, on ne saura jamais la vérité de cette nuit-là. Mais les petites histoires, les rumeurs et les légendes accompagnent très bien les tableaux du génial Van Gogh. En bref, un cocorico, France 2 est récompensé 6 fois au laurier de la radio et de la télévision, remis aujourd'hui au Sénat. Envoyé spécial avec Manon Loiseau, le docu-fiction Versailles, le rêve d'un roi, 14-18, le bruit et la fureur. La fiction Seul, Jean-François Zigel et aussi le magazine Les Infiltrés, image signée Sylvain Gauthier. Une image de football, Marseille calme et Bordeaux assure, large victoire des Girondins hier soir à domicile face à Sochaux 3-0, but signé Sertic et Gourcuff en tout début de partie, puis Chamac dans les arrêts de jeu. Beau suspense donc en tête du championnat. Bordeaux est désormais à égalité de points avec Marseille, mais avec une moins bonne différence de but, à un but près très exactement. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. 2 nouveaux cas confirmés de grippe A en France. 4 personnes au total sont donc touchées. Elles sont toutes guéries ou en voie de guérison. Au Mexique, le président Calderón affirme que le pire est passé et se montre optimiste. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h35, FBI porté disparu. N'oubliez pas, à 22h10, complément d'enquête autour de Benoît Duquesne. Performance à tout prix. Un marché de dupes, point d'interrogation. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.